Je tenais à introduire le prochain présentateur. Donc, c'est 5e Club Math, cette session. Donc, on a ici Antoine Giard, un expérimenté de la chose, quelqu'un connaisseur du domaine, qui va vous parler des jeux de société et de la métaphysique. Oui, merci Fabrice. Je ne m'attendais pas à une meilleure présentation que ça. C'est sûrement une des personnes qui me connaît le plus, fait que je suis vraiment content. Puis c'est ça, bon, le titre, Jeux de société non métaphysique, ça va aller environ en 2 parties. Première partie, on joue à des jeux de société, on a du fun, vous venez de sortir peut-être d'un cours d'analyse, un cours d'algèbre, c'est un peu chiant, on fait du formalisme. Fait que là, on va jouer à des jeux de société, ça va être plus fun, plus relax. Puis la deuxième partie, c'est un trip psychédélique dans des nombres bizarres, OK? Fait que vraiment quelque chose de genre pas commun, avec des nombres vraiment trop bizarres, puis quelque chose de vraiment très fucké, OK? Donc, en passant, désolé, bon, j'ai mis métaphysique, mais il va y avoir aucune physique dans ma présentation, fait que genre 0-0. Mais c'est juste parce que c'est des nombres vraiment très bizarres. Donc, bon, avant ma présentation, tu sais, je sais que c'est à Saint-Valentin. Bon, en même temps, on est tous des mathématiciens, fait qu'on a tous pas de date en ce moment, là, fait que c'est comme... c'est normal, mais... genre, merci quand même d'être là. Puis, je pensais pendant la présentation, est-ce que je peux ajouter en quelque sorte de l'amour dans ma présentation, comme, je sais pas, faire un petit rapport avec la Saint-Valentin puis tout, puis comme, honnêtement, j'ai rien trouvé. Genre, j'ai pas trouvé comme de façon de rapprocher l'amour et les maths, à part que j'adore les maths, mais comme, à part de ça, j'ai rien trouvé pour rapprocher ça. Fait que voici un cœur. Donc, maintenant, on va commencer les choses plus sérieuses. Jeux de société, OK? On va commencer les jeux de société. En gros, c'est genre, le jeu de société s'appelle le Hack and Bush. C'est genre, fais-moi un dessin, mais sur l'acide, OK? C'est encore meilleur, c'est vraiment le fun. Puis j'aurais besoin, avant de commencer, de 2 volontaires pour jouer. J'ai expliqué les règles après. Bon, ouais, Pascal, je te choisis directement parce que tu allais dire que tu allais venir. Puis François. Yes! Non? Yes! T'as pas le choix, tu allais dire que tu allais venir. Fac. En gros, le Hack and Bush, comment ça fonctionne, OK? On a un petit dessin ici avec des bâtonnets rouges et des bâtonnets bleus, désolé. On a des bâtonnets rouges et des bâtonnets bleus. Je vais t'assigner la couleur rouge, toi, t'as la couleur bleue, OK? J'ai rien à dire. Donc, en gros, chacun votre tour, vu que tu es rouge, tu vas enlever des bâtonnets rouges, OK? Il y a des bâtonnets qui sont comme tous reliés ensemble, donc tu vas enlever, quand ça va être ton tour, tu enlèves un bâtonnet rouge, puis à tour de rôle, vous allez enlever vos bâtonnets. La subtilité est que on remarque que chacun des bâtonnets est relié au sol d'une certaine façon. Il y a un certain chemin qui est relié au sol. Puis en fait, bon, si un bâtonnet n'est plus relié au sol, on l'enlève, il disparaît. Par exemple, si on enlevait le bâtonnet bleu ici et on enlevait le bâtonnet rouge ici, bien tout ce qui était au-dessus disparaîtrait vu que c'est plus relié au sol. Okay. Ça va? Puis en gros, la personne qui perd, c'est la personne qui ne peut plus jouer. Donc disons que tu joues bleu puis il ne reste plus de bâtonnet bleu à enlever, tu perds nécessairement. Dans le fond, si je fais disparaître le dernier bâtonnet, j'ai gagné. Oui, exactement. Si tu fais disparaître tous les bâtonnets à la fin, tu as gagné. OK? Puis bon, voilà ma reproduction du dessin. Voilà. Donc, vous allez jouer à tour de rôle. Je ne sais pas si on a une efface. On a-tu une efface? Ici. Parfait. Voilà. Donc, à tour de rôle, faites roche-papier-ciseaux pour savoir qui commence. OK? Faites un roche-papier-ciseaux pour savoir qui commence. OK? Je vais faire la roche. Roche, papier, ciseaux. Roche, Ma présentation n'est pas infinie non plus, là. OK. Fait que tu commences, François? Je m'attendais zéro à ça. Voilà. Moi, je suis bleu. Toi, t'es bleu. Fait que t'enlèves des bâtonnets bleus. Et en passant, on remarque que, comme, tu sais, ça, c'est les points d'intersection. Tous les points blancs, c'est les points d'intersection. Donc, tu commences par effacer un bâtonnet bleu. C'est bon, je gère. Genre tout de suite. OK, cool. Oh, vas-y! OK. Ah, c'est Gigi. C'est François qui gagne. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Non, pas, c'est l'inverse. C'est Pascal qui gagne en ce moment. Ouais, Pascal gagne. Fait.
Est-ce qu'on la bat? Est-ce que tu t'admets ta défaite? Non, ou c'est fini. t'admets ta défaite? Parfait. Bon, ben, bonne main d'applaudissement. Puis ensuite, on remarque qu'est-ce qui se passait maintenant. Bon, après, c'est au tour de François, il effaçait ça. Puis là, ben, qu'est-ce que Pascal avait juste faire, c'est comme répéter exactement les mêmes mouvements que François allait faire. Puis au final, ben, il n'allait plus rester de bâtonnet pour François, vu que c'était le premier à jouer, en quelque sorte. Puis en fait, ça, c'est le principe. Il y a seulement, on distingue 3 types de jeux. Parce qu'on essaie d'attribuer des valeurs à ces jeux-là pour regarder, bon, est-ce qu'il y a un jeu qui est plus avantageux pour rouge ou pour bleu, ou des jeux qui sont juste avantageux pour personne, donc qui sont équitables. Donc là, on attribue des valeurs à ça, puis en fait, on a 3 cas de figure. Le premier cas est qu'on attribue une valeur plus grande que 0 si bleu gagne toujours. Peu importe qui commence, si bleu peut toujours gagner, ben on attribue une valeur positive. Maintenant, on ne sait pas encore exactement quelle valeur positive, je vais expliquer ça plus tard. Même chose, on attribue au jeu une valeur négative si rouge gagne nécessairement, peu importe qui commence. Et une valeur de 0 si dès que tu commences, tu perds. Okay. Il y aurait un 4e cas de figure qui pourrait être si tu commences, nécessairement tu gagnes. Là, ici, on parle avec stratégie optimale. Là, si un des 2 joueurs est cave, là, comme c'est pas vraiment intéressant. Fait qu'avec stratégie optimale, là, ça, c'est tout avec stratégie optimale. Donc, valeur de 0, c'est la personne qui commence perd nécessairement avec stratégie optimale. Puis là, il y aurait le 4e cas qui est si tu commences, nécessairement tu gagnes. Mais en fait, ce cas de figure-là n'existe pas parce que on peut le prouver, mais en gros, l'idée est que quand tu joues, nécessairement, tu affaiblis ta position, vu que tu enlèves un de tes bâtonnets. Fait que commencer est en quelque sorte désavantageux. Même si, en fait, enlever un de tes bâtonnets peut enlever plein des autres bâtonnets, les autres bâtonnets sont en quelque sorte moins forts. Fait que dans l'absolu, jouer n'est pas bon. Ouais, mais dans le fond, tu pourrais pas juste ajouter, mettons, un bâtonnet de ta couleur comme sur une extrémité que quand tu l'enlèves, tu reviens à cette position de base-là. Puis là, techniquement, tu as commencé, mais c'est comme si c'était l'autre qui commençait parce que tu es comme passé d'un cas vers un qui avait déjà... Tu peux faire ce genre de truc-là, mais habituellement, ce serait, des jeux où comme bleu gagne tout le temps, peu importe qui commence, ou si je comprends bien ta question, mais... Ouais, l'idée, c'est que tu as dit que tu peux pas gagner, tu peux pas avoir un jeu que tu es sûr de gagner si tu commences. Ouais. Mais je veux dire, tu peux, genre, si tu commences, ça se peut que tu gagnes. Disons que ton jeu est positif, puis c'est en gros, bleu gagne toujours. Mais il n'y a pas des jeux que peu importe qui commence, c'est tout le temps la personne qui commence qui gagne. OK, à ce moment-là, ce que je suis en train d'écrire, ça serait un jeu qui est juste avant pas j'ai gagné. Exactement, genre plus grand ou pas, plus grand ou plus petit que 0. Exact. Donc voilà, on a ces 3 cas de figure-là. 0 si le premier joueur perd tout le temps, plus grand que 0 si bleu gagne tout le temps, plus petit que 0 si rouge gagne tout le temps. Fait que là, notre but, c'est d'essayer d'attribuer des valeurs à ces jeux-là. OK? En gros, attribuer des valeurs, c'est un peu dire, OK, le joueur a combien de moves d'avantage sur l'autre joueur? Fait que comme habituellement, là, ma présentation est assez intuitive. Là. Il n'y aura vraiment pas de formalisme, c'est juste comme intuitivement quelle valeur on devrait donner à ces jeux-là. Puis même chose pour la deuxième partie aussi. Donc, disons le jeu A avec un bâtonnet bleu. Bon, ben, comme peu importe qui commence, c'est tout le temps bleu qui va gagner. Si bleu commence, il enlève son bâtonnet, rouge ne peut plus jouer. Puis si rouge commence, ben, il n'y a juste pas le bâtonnet, fait qu'il perd nécessairement. Fait que c'est un jeu, nécessairement, on sait qu'il y a valeur positive. Puis là, ben, c'est un jeu simple. Nécessairement, ça devrait avoir comme bleu, en quelque sorte, un move d'avantage sur rouge. Donc, on devrait lui donner la valeur de 1 à ce jeu-là. Vu qu'en quelque sorte, il y a un bâton de plus de supérieur au rouge. Même chose pour le jeu avec un bâtonnet rouge, on lui attribue la valeur de -1. Parce que c'est juste l'opposé, c'est comme le jeu opposé. Un peu le même principe, maintenant qu'on a 2 bâtonnets rouges, rouge a 2 moves supplémentaires sur bleu, donc on attribue à ce jeu-là la valeur de -2, et même chose pour 3 bâtonnets bleus, on attribue la valeur de 3. Donc, c'est en quelque sorte, tu as combien de moves d'avantage sur l'autre personne? Des jeux de valeur 0, par exemple, ce jeu-là, c'est un jeu de valeur 0. Donc, dès que tu commençais, nécessairement, avec stratégie optimale, tu perdais. Puis tu as commencé, fait que c'est un petit peu ça qui s'est passé, tu as perdu. Après, je sais pas si c'était stratégie optimale, sûrement pas, là, mais en tout cas, au moins, ça s'est bien passé. Donc, on est sûr... Quand tu es sûr de perdre, c'est quoi la stratégie optimale? Quand tu es sûr de perdre, ben, il y a plus ou moins, au pire, genre, il y a plus ou moins la stratégie. En gros, c'est genre essayer de t'arranger pour que comme ton jeu soit plus avantageux pour toi, mais même à ça, comme au final, si l'autre personne joue avec stratégie optimale, tu es un peu dans le mal. Donc, on a ces valeurs-là, mais après, on se demande, on a-tu d'autres valeurs? Puis, des valeurs entières, c'est pas tant crunchy, c'est pas tant intéressant, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Puis en fait, bon, oui, on peut attribuer d'autres valeurs. Par exemple, le jeu, un bâtonnet rouge, un bâtonnet bleu.
Okay? Un bâtonnet rouge, un bâtonnet bleu, c'est pas encore clair exactement c'est quoi la valeur qu'on devrait lui associer, mais on remarque, là, on oublie, disons, ces deux bâtonnets-là, on travaille juste avec le bâtonnet rouge, le bâtonnet bleu. Donc, quelle valeur qu'on devrait associer à ça? Bon, on remarque que peu importe qui commence, c'est le temps rouge qui gagne. Si rouge commence, il enlève son bâtonnet rouge, le bâtonnet bleu disparaît, bleu ne peut plus jouer. Si bleu commence, il prend son bâtonnet, rouge prend son bâtonnet, bleu ne peut plus jouer. Donc, rouge gagne tout le temps. Mais on ne sait pas encore exactement quelle valeur. Parce qu'en quelque sorte, on sait qu'un bâtonnet rouge a valeur de -1 nécessairement, comme a valeur de -1, parce que rouge a un move d'avantage sur bleu. Mais dans ce cas-ci, bleu a un petit avantage supplémentaire. Il y a un bâtonnet bleu de plus, donc c'est pas une position aussi désavantageuse que juste un bâtonnet rouge. Il y a comme un petit peu de jus qu'il peut faire avec son bâtonnet bleu, même s'il perd toujours en général. Fait qu'on devrait lui attribuer une valeur quelque part entre -1 et 0. Puis en fait, comment on fait pour déterminer cette valeur-là? Si on prend le jeu, puis on attribue la valeur x en ce moment. On ne sait pas encore c'est quelle valeur. Puis après, on additionne des jeux ensemble. Donc pour additionner des jeux ensemble, on fait juste les superposer un à côté de l'autre. Donc j'additionne le jeu avec lui-même et j'additionne le jeu de valeur 1. Okay? Donc ça, c'est... Encore là, c'est pas très formel, l'addition de jeu, peu importe, mais comme c'est bien défini, puis il y a comme toutes les belles affaires qu'on voudrait avoir avec les additions de jeu. Puis on remarque qu'en fait, le jeu complet avec ces 3 bâtonnets-là, ces 3 paquets de bâtonnets-là, a valeur 0 au final. Peu importe qui commence, nécessairement va perdre. Fait qu'au final, en résolvant l'équation pour x, on arrive que x est de valeur -1,5. Ce qui vient un peu avec l'intuition que, bon, ben, c'est un peu meilleur pour bleu que le jeu de -1, mais c'est quand même un jeu négatif. Donc quelque chose entre les deux. En quelque sorte, rouge a comme -1,5 move d'avantage sur bleu. Ah? Cool. Puis là, bon, il y a le même principe qui se passe avec d'autres affaires. Bon, le rouge-bleu, comme je l'ai dit, c'est -1,5. Si on change les rouges par les bleus puis les bleus par les rouges, c'est juste faire l'opposé. C'est comme le jeu opposé, donc ça valeur 1,5. On peut montrer par pas mal le même principe que bleu-rouge-rouge, ça valeur 1/4 et bleu-rouge-bleu, ça valeur 3/4. Donc, comme exactement le même principe, on prendrait, disons, ce bâtonnet-là, on l'additionnerait 4 fois, on ajouterait un bâtonnet rouge, puis le jeu correspondrait en valeur 0. Là, en ce moment, bon, on a des valeurs, tu sais, comme 1/2, -1/2, 1/4, 3/4. C'est pas super intéressant comme valeur en ce moment. C'est juste des entiers ou des fractions. En ce moment, on a des fractions dont le dénominateur est une puissance de 2. Puis en fait, c'est le cas pour n'importe quel jeu fini. Si on fait un jeu fini avec un nombre fini de bâtonnets, nécessairement, les seules valeurs, ça va être soit des entiers, soit des fractions dont le dénominateur est une puissance de 2. Donc, c'est pas tant intéressant. Puis en fait, ça va dans la même lignée qu'un théorème mathématique qui dit que les mathématiques finies, c'est vraiment pas intéressant. Il y a pas grand... sur la théorie des groupes, là, la théorie des groupes, ça c'est dans mon cœur, mais comme, à part les autres mathématiques finies, c'est plus intéressant dans l'infini. Dis-toi Alexis, je te niaise. Mais comme l'infini, c'est, je sais pas, souvent il y a des choses beaucoup plus bizarres qui se passent à l'infini, des choses plus intéressantes. Puis en fait, bon, c'est pas parce qu'on a un jeu avec une infinité de bâtonnets qui nécessairement se finit à un nombre infini d'étapes. Par exemple, si on avait un nombre infini de bâtonnets d'un coup, ben dès que quelqu'un enlève un bâtonnet, il y a comme l'infinité au-dessus qui disparaît, puis il reste un nombre fini en bas. Donc le jeu se finit quand même à un moment donné, même si on a une infinité de bâtonnets. Puis là, on peut créer des valeurs un peu plus intéressantes, genre 2/3 pi e. On peut créer des jeux avec ces valeurs-là. 2/3, c'est par exemple le jeu bleu-rouge, 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 bleu-rouge à l'infini. Pi, en fait, c'est la valeur, ben, en gros, pour construire des jeux avec pi et e, habituellement, si on regarde la représentation binaire, puis quand il y a un 1, on met un bâtonnet bleu, puis quand il y a un rouge, quand il y a un 0, on met un bâtonnet rouge. Puis habituellement, c'est de même qu'on construit des jeux avec valeur pi et e. Fait que pour n'importe quel réel, on peut construire des jeux qui ont ces valeurs-là, comme intuitivement. Puis là, bon, habituellement, l'intuition pour pourquoi ça donne 2/3, c'est habituellement, bon, tu sais, le bâtonnet bleu, ça valeur 1. Après, quand on ajoute le rouge, en quelque sorte, diminue sa puissance de 2, comme on avait vu avec le -1,5, là. Il y a comme une diminution de la puissance de 2. Fait que là, c'est comme si on faisait 1, -1,5, plus 1/4, -8e, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une grosse analyse de ce genre de jeu-là. Plus on ajoute un bâtonnet au-dessus, plus la puissance du bâtonnet diminue de moitié. Fait que ça, c'est un petit peu un truc genre de 1 -1,5 plus 1/4 -8e, ça tend vers 2/3. Puis en fait, une autre façon de le prouver, que je trouve quand même intéressante, c'est juste que tu pourrais prendre, bon là, il manque un peu l'équation ici, là, mais il y aurait comme
genre la grosse pile qui est comme de valeur 2/3, on l'additionnerait 3 fois ensemble, on ajoute 2 bâtonnets rouges qui donnent -2, puis on montre que ce jeu-là a valeur 0. Donc en fait, en résolvant, on arrive que x égale à 2/3. Donc ça donne en quelque sorte une preuve, entre guillemets, de l'identité 1 moins 1/2 plus 1/4 moins 1/8 égale à 2/3, juste en étudiant le jeu ici, puis dire « Ah, ben il y a valeur 0 avec stratégie optimale ». Tu sais, c'est une preuve entre guillemets, c'est pas nécessairement genre preuve très formelle, mais c'est quand même intéressant. En même temps, bon, c'est une série géométrique, là, on s'entend, on va pas loin avec ça, mais c'est quand même intéressant de comme, utiliser ça comme preuve pour prouver une espèce d'identité, une identité géométrique comme ça. Genre une somme comme ça. Oh, attends, tu prouves la somme géométrique ici? Yeah! Yo, c'est sick! Je sais, hein? Exact. Tu vois, hein? Fait que genre, tu sais, genre, la preuve d'une égalité d'une somme infinie, tu le prouves avec des jeux, là. C'est quand même intéressant. Fait que bon, ça c'est le cas infini. Puis là, je vous laisse penser, qu'est-ce qui se passe si, disons, on avait une pile infinie de bâtonnets bleus? Quelle valeur on devrait attribuer à ça? C'est pas nécessairement clair. Est-ce qu'on devrait attribuer la valeur infinie à ce jeu-là? Disons qu'on avait une pile infinie de bâtonnets bleus et un autre bâtonnet bleu à côté. C'est plus fort encore, vu que tu as comme une espèce de bâtonnet supplémentaire. Mais est-ce que c'est l'infini plus 1? C'est pas clair nécessairement. Si on a un bâtonnet bleu et une infinité de bâtonnets rouges au-dessus, c'est pas encore nécessairement très clair qu'est-ce que ça donne. Ouais? Ouais, tu pourrais pas utiliser des ordinaux pour que ça... Ah ben, si tu voles mon punch, là. Mais oui, ça va être ça. Ça va être ça. Mais bon... Ça va être ça, on va le voir plus tard. Mais bon, là, ma première partie de la présentation est finie. Partie des jeux, je vais y revenir un petit peu plus tard avec le rapport avec ma deuxième partie. La deuxième partie, là, en ce moment, on est rendu au moment où je me prends pour Fred Pellerin et que je vous conte une histoire. Donc, l'histoire que je vais vous conter est tirée en fait d'un livre qui s'appelle Nombres surréels et comment 2 ex-étudiants se sont tournés aux mathématiques pures et ont trouvé le bonheur total. Ce que je trouve, je sais pas, c'est un titre qui m'appelle beaucoup, mettre bonheur total et mathématiques pures ensemble. Pour moi, c'est une bonne tournure de phrase. Fait que, vraiment, le livre est super intéressant. C'est de Donald Knuth. Je vous conseille de le lire. Il est vraiment super intéressant. Donc, l'histoire va comme suit. C'est l'histoire de Alice et Billy, qui sont en fait sur une île déserte, puis on ne sait pas trop pourquoi, il y a l'air d'avoir des problèmes dans la société ou peu importe. Ils se retrouvent sur une île déserte, puis ils n'ont pas grand-chose à faire. Comme, je ne sais pas si vous avez vu Castaway, mais il n'y a pas grand-chose à faire sur une île déserte à part avoir un ballon et l'appeler Wilson. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils s'ennuient, ils n'ont pas grand-chose à faire. Puis à un moment donné, Alice est comme, ben, tu sais, j'aimerais avoir un défi intellectuel. J'aimerais qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui m'agite intellectuellement, que je puisse penser, puis tout. Puis sur une île déserte, tu sais, il n'y a rien à faire. Puis là, ben, pendant qu'elle dit ça, la même journée, en fait, Billy va se baigner, parce que j'imagine qu'il n'y a rien d'autre à faire non plus. Fait qu'il s'en va se baigner, puis finalement, il trouve une espèce de roche bizarre, comme sur les rivages du projet La Mer. Fait que là, puis la roche est bizarre parce qu'il y a des écritures. Il y a un peu des écriteaux dessus. Ça a l'air d'être écrit en vieux latin ou comme quelque chose d'assez bizarre. Fait que là, Billy est comme intrigué. Il n'y a pas de la roche sur le rivage. Finalement, Billy, c'était quand même un bon étudiant, fait qu'il est capable de traduire la roche. Puis la roche, en fait, a l'air, c'est en latin, donc il la traduit, puis finalement, on dirait que c'est une espèce de texte biblique. Le texte, c'est une espèce de texte qui a l'air genre sorti de l'Ancien Testament, mais avec genre des commandements. Mais finalement, il se rend compte que les commandements, c'est 2 règles pour créer des nombres. Ça semble un peu bizarre, puis là, Alice est full contente, elle est comme ah, yo, pour le restant de mes jours, je vais créer des nombres. Fait que là, comment j'ai utilisé ces deux règles-là, puis j'ai créé des nombres, ce qui est, bon, un passe-temps comme un autre. Fait que là, bon, à regarder les 2 règles, la première règle est que chaque nombre correspond à 2 ensembles de nombres préalablement créés, tels qu'aucun membre de l'ensemble de gauche est plus grand ou égal à aucun membre de l'ensemble de droite. Donc ça, c'est la première règle. Notation mathématique, ça veut dire que finalement, pour créer un nombre, on prend 2 ensembles de nombres, un à gauche, un à droite, et tous les éléments à gauche sont strictement plus petits que tous les éléments à droite. Donc ça, c'est la façon de créer un nombre. C'est assez abstrait en ce moment. Il y a comme... On n'a pas encore défini c'était quoi le strictement plus petit. Encore là, je n'irai pas trop dans les détails. On n'a pas défini comme plein d'affaires. Mais comme intuitivement, c'est juste ça. On crée des nombres à partir de nombres déjà créés. Donc, on creuse de plus en plus pour créer de plus en plus de nombres. Là, bon, en passant à la pierre, je disais que c'était comme une espèce de texte biblique. Puis en fait, bon, a été écrit en fait par Dieu. Et Dieu s'appelle John Conway dans ce cas-ci. Fait que,
Donc, c'est le grand dieu John Conway qui a écrit La Roche, ou un de ses disciples a écrit La Roche, je ne sais pas trop. Finalement, bon, il retrouve ça, puis là, il y a la première règle qui est ça. Puis là, finalement, on se rend compte, OK, on crée des nombres à partir d'ensembles de nombres déjà créés. Mais on commence par où? Tu sais, si on n'a rien créé, on commence par où? Puis en fait, justement, on commence par rien. On commence par l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est un ensemble de nombres, mais c'est juste un ensemble vide de nombres. Mais ça reste un ensemble de nombres. Fait qu'au 0e jour, c'est ça que Dieu fera. Dieu crée le nombre ensemble vide, ensemble vide. Et ça satisfait les propriétés d'être un nombre. Tous les nombres de l'ensemble vide sont strictement plus petits que tous les nombres de l'ensemble vide. Vu qu'il n'y a juste pas de nombre d'ensemble vide, il n'y a rien à démontrer. C'est par vacuité. Donc, puis il note au 0e jour, il note ce nombre-là 0. Donc là, OK, maintenant on a créé 0. Au jour d'après, je peux créer d'autres nombres maintenant. Je peux créer le nombre ensemble vide 0 et 0 ensemble vide, vu que 0 a déjà été préalablement créé. Et ça, il les note moins 1 et 1. Puis ça aussi, ça satisfait les conditions d'être un nombre et tout. Puis même chose parce que l'ensemble vide, tous les éléments de l'ensemble vide sont strictement plus petits que 0, et ainsi de suite, ainsi de suite. Puis là, il peut continuer de même, puis comme utiliser des nombres qu'il a créés avant, puis des ensembles de nombres qu'il a créés avant pour créer d'autres nombres après, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle est que un nombre est plus petit ou égal à un autre. Bon, je ne vais peut-être pas tout le lire parce que c'est plus ou moins important, mais c'est juste pour dire, c'est la définition du plus petit ou égal. Et le plus petit ou égal, comment ça marche? Et on a une inégalité entre cet ensemble, un nombre qui est juste deux ensembles de nombres, au final, et un autre nombre qui est deux ensembles de nombres. Puis on dit qu'un nombre est plus petit ou égal à un autre s'il n'existe pas d'élément là-dedans plus grand ou égal à ça, et il n'existe pas d'élément là-dedans plus petit ou égal à ça. Puis là, la définition, en fait, est récursive. Parce que, tu sais, on dit, bon, ça, c'est plus petit ou égal à ça, si ça, c'est pas plus petit ou égal à ça. Donc, elle est récursive, puis en fait, c'est comme si on remontait en haut pour prouver, en fait, une inégalité au final sur l'ensemble vide. Parce que XG, c'est un ensemble de nombres plus simples. C'est un ensemble de nombres qui ont été créés avant. Fait qu'on fait une espèce de, comme, d'induction en arrière, en quelque sorte, pour finalement comme essayer de montrer que deux nombres soient plus petits ou égaux. Mais bon, rendu là, c'est pas super important, c'est juste dire que le plus petit ou égal marche comme dans les réels. Un nombre est plus petit ou égal à soi-même, on a la transitivité, on a tout ce qu'on voudrait. Là, OK, on a la définition du plus petit ou égal, on sait comment créer des nombres maintenant. Au deuxième jour, maintenant, on peut créer d'autres nombres. On peut créer, par exemple, 0, 1. Ah oui, en passant, un petit commentaire ici, au premier jour, en fait, techniquement, Conway aurait pu créer le nombre 0, 0, techniquement. Le truc, c'est que dans son infinie sagesse, Conway s'est rendu compte que 0 n'était pas strictement plus petit que 0. Donc, ça ne fait pas former un nombre selon la règle numéro 1. Fait que c'est pour ça que les deux nombres qui peuvent être créés au premier jour, c'est seulement ces deux-là et pas 0, 0. C'est ce qu'on appelle un pseudo-nombre, puis il y a une belle théorie autour de ça aussi, mais je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le temps. Donc, maintenant, au deuxième jour, il peut créer, bon, on a créé les nombres 0, moins 1 et 1. Fait qu'il peut créer 0, 1. On peut montrer que 0 est strictement plus petit que 1. L'ensemble 0, moins 1 et 1, parce que tous les éléments à gauche sont strictement plus petits qu'à droite. Même chose ici, on peut faire la même chose, puis comme ça aussi, ça satisfait toutes les conditions d'être un nombre. Puis en fait, bon, le truc, c'est que, en fait, ces deux nombres-là, on peut montrer que ces deux nombres-là sont égaux. OK? Donc, un nombre peut avoir plusieurs représentations, ce qui peut être un peu bizarre. Fait il peut sembler qu'il y ait beaucoup de nombres qui peuvent apparaître, mais en fait, il y a beaucoup de nombres qui vont être égaux au final. On peut montrer que ça est plus petit ou égal à ça et ça est plus petit ou égal à ça. Mais là, on se demande, intuitivement, c'est quoi le nombre qu'on devrait attribuer à ça? Right? C'est quoi le nombre 0, 1? Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît? Est-ce que c'est un réel? Est-ce que... Peu importe. Puis en fait, bon, il y a une espèce de théorème ou quelque chose, mais j'aime plus donner l'intuition. Puis aussi, au troisième jour, ça peut continuer, ainsi de suite. Puis là, on peut continuer comme ça vers l'infini puis créer plein de nombres. Puis en fait, la règle, c'est qu'un nombre qui est un ensemble à gauche avec un ensemble à droite, bien, ce nombre-là est en fait le nombre le plus simple entre les deux ensembles. Encore là, c'est très intuitif. C'est qu'est-ce qu'on parle d'un nombre le plus simple possible. Mais habituellement, l'intuition marche beaucoup, du moins pour les cas simples. Ça, c'est du gros Conway stuff, là. En effet. Fait en quelque sorte, c'est quoi le nombre le plus simple entre 0 et 1? En quelque sorte, c'est genre la moitié, c'est genre une demi. Une demi, c'est pas l'affaire la plus simple entre 0 et 1. Je trouve que c'est quand même intuitif. Le plus simple entre 0 et 1 est l'ensemble vide. Ben, en gros, c'est une autre façon de dire c'est quoi le plus simple au-dessus de 0 et 1. Ben, le nombre le plus simple au-dessus de 0 et 1, c'est 2.
Après, le plus simple entre une demi et 1, c'est encore la moitié, c'est 3/4. Puis l'autre, le plus simple entre un nombre négatif et un nombre positif, bien, si tu prends entre un nombre négatif et un nombre positif, bien, le nombre le plus simple, c'est 0. Parce que 0, c'est pas mal le nombre le plus simple qui existe. C'est relativement intuitif, mais habituellement, je trouve que l'intuition marche assez bien. Donc, cette histoire-là, comme j'ai dit, ça vient du livre de Donald Knuth. Là, j'ai fini ma petite partie histoire. Mais ça vient du livre, puis vraiment, je vous le recommande. Il est vraiment super intéressant parce que le livre, c'est que des dialogues, en gros. C'est un dialogue entre Alice et Billy tout le long. Puis en fait, il prouve plein d'affaires. C'est un livre de mathématiques qui prouve plein de trucs sur les surréels, mais juste en dialogue. Donc, c'est quand même intéressant. Une espèce de conversation mathématique, on dirait que c'est une espèce d'introduction à la recherche, du moins, ou à la pensée mathématique. Puis aussi, des fois, le livre est un peu étrange par moment parce qu'il y a des espèces de petites tangentes. Comme, tu sais, l'histoire, comme le livre, c'est un livre de maths, mais comme Alice et Billy, il y a genre la tension sexuelle qui s'installe entre les deux. Genre, c'est comme, un moment donné, Billy prouve un théorème, puis là, Alice, c'est comme, t'es tellement sexy quand tu prouves un théorème. Puis là, ils s'embrassent, puis là, c'est comme. En tout cas, c'est des affaires qui font rêver, là. C'est vraiment beau. Puis aussi, genre, Billy, quand même, les personnages sont quand même intéressants. Billy, absolument, ben, Alice, c'est vraiment la meilleure personne. C'est elle qui, comme, prouve quasiment tout, qui, genre, vraiment fait pas mal presque tous les progrès mathématiques. C'est elle qui amène les idées et tout. Puis Billy, un peu, il est à côté, à retard. Des fois, il prouve ses petites affaires. Il y a ses moments, mais en général, il suit un peu les pas d'Alice. Puis ça me fait penser souvent aux conversations que j'ai avec Fabrice. Mais comme dans ce cas-là, c'est moi Billy, là. Mais... Ouais? Dans le fond, Billy est en maths appliquée, c'est ça? Je répondrai pas là-dessus. J'y répondrai pas là-dessus. Ouais. Donc voilà, c'est la petite histoire. Mais maintenant, fin de l'histoire, mais là, OK, bon. On peut créer maintenant, tu sais, les surréels, c'est comme le Hackenbush. Quand c'est fini, c'est plate. OK? Parce qu'après un nombre fini, tous les surréels qu'on va créer, en fait, ça va être exactement comme le Hackenbush, des entiers ou des fractions dont le dénominateur est de puissance de 2. Donc, c'est vraiment pas tant intéressant après un nombre fini. Mais là, on se demande, après un nombre infini d'étapes, qu'est-ce qui arrive à quelque sorte à la limite? Tu sais, si je prends un nombre infini d'étapes, je pourrais créer ce nombre-là. Je pourrais le créer à gauche, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, et l'ensemble est vide à droite. Ou je pourrais créer l'ensemble 0 à gauche et 1, une demi, un quart, un huitième, un 16e, ainsi de suite. Tu sais, c'est des nombres qui ont été en quelque sorte préalablement créés, au moins ont été créés en un temps fini. Fait que je peux les utiliser pour faire un nouveau nombre. Là, bon, ces nombres-là sont un peu bizarres parce que 0, 1, 2, 3, c'est comme le nombre le plus simple au-dessus de tous les naturels. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, l'infini, comment on définit l'infini et tout, avec les ordinaux. Mais... et même chose pour 0, 1... c'est un nombre, genre, c'est quoi un nombre qui est strictement entre 0 et 1, une demi, un quart, un huitième, qui a une suite qui tend vers 0? Encore là, on n'a pas de réel qui satisfait à ça. Fait que c'est pas nécessairement clair. Là, puis après, en fait, le truc, c'est on peut aller encore plus loin que l'infini. Disons qu'on considère ces nombres-là, bien, ces nombres-là, c'est des nombres qu'on a créés, fait qu'on peut les utiliser pour créer d'autres nombres après. On peut utiliser ça pour en créer d'autres, puis ainsi de suite. En fait, l'idée en arrière, c'est l'induction transfinie. Je ne rentrerai pas encore dans les détails, mais l'induction, tu sais, tu as l'induction normale qui dit, OK, bien, tu as un code base, puis si c'est n, ça implique n plus 1, alors c'est vrai pour tous les naturels. L'induction transfinie, en quelque sorte, c'est une manière de, d'aller plus loin que l'infini. Donc, un peu l'idée que, tu sais, on avait construit, disons, ce nombre-là, qui est 1, 2, ainsi de suite, si on peut comme le construire à la limite. Puis ça nous donne ce qu'on appelle oméga. On le note oméga, qui est comme en quelque sorte l'infini le plus simple. Puis là, ben, on peut utiliser oméga pour, après, créer d'autres nombres. Puis ça serait comme au jour oméga plus 1. Donc, on a fait une infinité de jours. Puis après l'infinité de jours, ben, on peut continuer puis utiliser les nombres qu'on a créés pour en créer d'autres. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Puis là, on arrive à une espèce d'oméga fois 2, oméga fois 3, fois 4, fois 4. Puis là, on arrive à genre une infinité d'infinité qui arrive à oméga carré. Puis là, on arrive genre un peu comme Alice au pays des merveilles, genre down the rabbit hole. Puis là, on arrive à oméga à la oméga, genre. On arrive à genre oméga à la oméga, puis qui est une espèce d'infini à l'infini. Puis comme, on n'a pas encore fini. Après, je peux faire une autre journée de plus, puis une autre journée de plus. Puis comme, tout ça, là, c'est juste le cas dénombrable. Dans le cas indénombrable, puis il y a des degrés d'indénombrabilité, c'est encore plus fou, là, tout ce qu'on peut faire. Déjà, juste après un temps oméga, on est capable de créer des nombres comme
comme cette affaire-là qui est comme une espèce d'infini bizarre. Imaginez qu'est-ce qu'on peut créer après ça. Puis ça prend un temps dénombrable. Après un temps indénombrable, c'est encore plus fou ce qu'on peut créer. Puis genre, je pense que personne n'y a vraiment pensé. Genre, comment, c'est quoi les nombres qu'on peut créer? On peut créer des infinis indénombrables qui sont comme des nombres en quelque sorte, mais beaucoup trop fuckés. Puis là, bon, comme j'ai dit, on peut utiliser oméga pour créer un autre nombre. Ben, je prends l'ensemble de gauche comme étant oméga, l'ensemble de droite comme étant l'ensemble vide. C'est quoi le nombre le plus simple au-dessus de oméga? On l'appelle oméga plus 1. Même chose, on peut créer oméga et l'ensemble vide à gauche, et on crée oméga moins 1 ici, le nombre le plus simple en bas de oméga. Donc, une espèce d'infini moins 1, ce qui comme dépasse un peu l'entendement, mais comme a du sens dans ce cadre-là. Puis on peut montrer, bon, oméga moins 1 est strictement plus petit qu'oméga, et strictement plus petit qu'oméga oméga plus 1. Donc, il n'y a pas des infini plus 1 égal à l'infini. C'est vraiment deux nombres totalement différents. Puis là, bon, après, on continue, on peut créer des nombres genre oméga plus pi, oméga carré, oméga sur 2, racine pi-m de oméga, 2 sur oméga, oméga à la oméga, e à la oméga, 1 sur oméga plus racine oméga de oméga. On peut créer n'importe quoi. Plein de nombres qui ont juste pas de sens, puis encore plus, puis ça, c'est juste un cas dénombrable. C'est juste un cas dénombrable. Dans le cas indénombrable, un cas indénombrable de jours, c'est encore plus fou ce qu'on peut créer là, avec l'idée des surréels. Donc, une affaire que j'aime, une image que j'aime beaucoup, qui est celle-là, je trouve qu'elle décrit bien quand même les surréels, qui est en fait, bon, tu sais, on commence à la génération 0, puis là, à partir de 0, on est capable de créer 1 et moins 1. Puis là, à partir de 1 et moins 1, on peut créer d'autres nombres, 2 moins 1,5 et 2. Puis à partir de ces nombres-là, on en crée d'autres, et on en crée d'autres, et on en crée d'autres. C'est comme une espèce de chute. Puis là, après, on crée tous ces nombres-là, puis après, un nombre infini de temps, à la limite, en quelque sorte, ici, on crée genre des affaires comme oméga, un tiers, il y a aussi pi qui se cache là-dedans, une espèce d'epsilon qui est plus grand que 0, mais plus petit que tous les réels. Ça, c'est juste après le premier infini. Après le deuxième infini, on crée des affaires comme oméga plus epsilon, puis là, il y a comme d'autres infinis qui pop ici, puis là, on arrive à une espèce de 3 fois l'infini, ou 3/4 fois l'infini, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Puis comme ce dessin-là aussi, c'est juste le cas dénombrable. Dans le cas indénombrable, c'est complètement fou ce qu'on peut faire avec les surréels. Fait que, c'est vraiment, genre, honnêtement, je sais pas, je trouve que ça dépasse l'entendement, tous les nombres qu'on peut créer et tout. Puis pour ceux que ça intéresse, en fait, ouais? On demandait est-ce qu'on peut créer le epsilon fois oméga après un nombre. Oui, ben oui. Ben en fait, OK. Non, bonne question, en fait, parce que epsilon fois oméga, c'est 1. Epsilon, c'est 1 sur oméga, en fait. C'est genre 1 sur l'infini, fait que tu l'as déjà créé déjà à la génération 1, en fait. Mais epsilon, il est comme marqué, mais on aurait pu marquer epsilon égale 1 sur oméga. Puis on peut montrer, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a une addition qui est définie sur les surréels. Il y a une multiplication aussi qui est définie. Tout est bien correct, tout est bien défini, on n'a pas de problème. Puis on peut montrer que epsilon fois oméga, c'est égal à 1. Fait que des affaires en fucké. Oui, Fabrice? Mais yo, ça veut dire qu'il y a un tiers, puis genre... OK, un tiers puis epsilon sont de même degré de complication. Yeah, là. sont de même degré de complication. Un tiers et epsilon. C'est aussi facile de séparer une pizza en 3 que... Tu peux le voir comme ça, là. C'est une façon de voir les choses, là. Yeah. Fait que un tiers, ça a le même degré de complication que le epsilon ou le oméga. Ils sont générés au premier infini, en quelque sorte. Pour ceux que ça intéresse, là, j'allais dans quelque chose de... un petit 2 minutes sur quelque chose de plus complexe, mais ça c'est ce qu'on appelle, ça forme un corps, qui est en fait, un corps, c'est un ensemble que tu peux diviser, additionner, soustraire, multiplier, comme un peu comme les réels, les rationnels et tout. Donc ça va forme un corps totalement ordonné, c'est-à-dire que si on prend 2 éléments, il y en a nécessairement un qui est strictement plus petit que l'autre. Donc on peut ordonner tous les éléments. Puis en fait, c'est le plus gros corps ordonné qu'on pourra jamais imaginer. Il n'y a pas plus gros que ça. Ça, c'est comme the best of the best, la crème de la crème, des corps ordonnés, des corps totalement ordonnés, on n'a pas le plus gros que ça. J'imagine que si on a un autre corps ordonné, il y aurait comme un morphisme de corps ordonné injectif de le corps ordonné vers les surréels. Fait que, en gros, c'est le plus gros corps ordonné qui existe au monde. On peut pas aller plus gros que ça. Puis c'est tellement gros, en fait, que c'est même pas considéré comme un ensemble. Genre, cette affaire-là est juste trop bizarre à visualiser mentalement que ça, comme dans la théorie de ZFC, des ensembles et tout, il y a un des axiomes que cet ensemble-là ne satisfait pas. Parce que c'est juste trop bizarre, tu t'en vas comme... Je pense que c'est l'axiome de régularité, où je rentrais pas trop là-dedans, mais comme tu t'en vas comme infiniment petit, puis là, tu as comme des espèces de sous-ensembles d'ensemble, puis il y a comme des espèces d'affaires bizarres qui se passent, puis ça, c'est comme trop gros pour être un ensemble. C'est considéré, je crois, une classe ou quelque chose du style. Donc, vraiment très fucké les surréels comme principe. Puis c'est quand même intéressant de... Genre, Conway, en fait, a, selon lui, découvert les surréels en étudiant une partie de Go.
je sais pas, I guess qu'il n'y avait rien à faire un samedi soir. Puis là, il regarde une partie de Go, puis il fait « Ah, un surréel ». Puis finalement, ça a comme popé la théorie des surréels pour je sais pas trop comment il a comme découvert ça. Un peu, j'imagine, avec le Hackenbush. Un peu le même style qu'avec le Hackenbush, parce qu'on peut faire des rapports entre les deux. Donc, il a découvert ça comme juste en étudiant une partie de Go, puis ça lui a apparu qui est comme un domaine super intéressant. Puis là, bon, petit rapport avec le Hackenbush. Le Hackenbush et les surréels, en fait, c'est littéralement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est en fait, pour n'importe quelle partie de Hackenbush, il y a un nombre surréel qui lui est associé. Et pour n'importe quel nombre surréel, on est capable de trouver une game de Hackenbush qui a cette valeur-là. Fait qu'on est capable de faire l'association entre les deux. Et encore plus, ils ont la même notation, en fait. Quand on a une game de Hackenbush, ici, disons qu'on a ce petit bonhomme-là, bien, on peut mettre à gauche l'ensemble des parties, l'ensemble des coups que bleu peut jouer. Par exemple, bleu peut enlever la tête, le bras ou la jambe. Puis, on peut mettre à droite l'ensemble des parties que rouge peut jouer, enlève le bras, le torse ou la jambe. Puis en fait, bien ça, c'est des jeux tous ces jeux-là, c'est des jeux strictement plus simples que ça, vu qu'il y a un bâtonnet de moins. Puis on peut utiliser cette espèce de récurrence-là pour, si on connaissait les valeurs de ces jeux-là et de ces jeux-là, on serait capable de trouver la valeur de ce jeu-là en disant c'est quoi la valeur la plus simple entre ces deux-là. Exactement comme les surréels. Fait que le Hackenbush et les surréels ont la même notation, ont comme le même principe. Puis c'est comme assez... C'est pour ça qu'il y a comme la façon naturelle de voir les surréels juste en étudiant des jeux. Ouais. Fait que... En gros, c'est un petit peu ça. Je trouve que c'est vraiment un domaine quand même genre très intéressant des mathématiques. Il n'y a encore pas beaucoup de choses, je pense, qui sont connues. Par exemple, c'est quoi le cosinus d'un surréel? J'ai jamais vu nulle part si on savait c'était quoi le cosinus d'un surréel. Il y a aussi d'autres jeux, par exemple, il y a un jeu en fait qui est, on pourrait ajouter un bâtonnet, disons, un bâtonnet de couleur brune, disons, habituellement c'est vert dans la littérature, mais on ajoute un bâtonnet, puis ce genre de bâtonnet-là, c'est un bâtonnet que les deux personnes peuvent prendre. Donc un bâtonnet commun que les deux personnes peuvent prendre, puis là on arrive à des jeux qui sont comme très bizarres. Des jeux, ce qu'on appelle, qui ont des valeurs, qui sont des pseudo-nombres. Par exemple, on aurait le jeu, par exemple, juste un bâtonnet comme ça, puis si on a le jeu juste avec un bâtonnet comme ça, la personne qui commence gagne nécessairement. Parce que, disons, je l'enlève, la deuxième personne ne peut plus jouer. Fait que dès que tu commences, nécessairement, vu que c'est un bâtonnet commun, tu gagnes. Puis là, ça fait des jeux beaucoup plus bizarres qui ont des valeurs assez fuckées. Par exemple, ce jeu-là, additionné à lui-même, donne la valeur 0. Fait qu'il y a comme des espèces de pseudo-nombres qui sont comme... qui rentrent un peu dans la théorie, comme c'est plus des surréels, parce que ça ne satisfait plus un des actions des surréels. Mais c'est quand même intéressant à étudier, puis il y a encore beaucoup de nombres là-dessus. Fait que les surréels sont, je crois, encore pas très connus, encore stage de base. Je pense que ça a été découvert ça par Conway dans les années 70. Fait que j'espère que je vous ai donné comme peut-être la piqûre, parce que genre, je sais pas si vous avez remarqué dans mon ton de voix, mais je trouve que cette branche des mathématiques là, est vraiment super intéressante. Vraiment belle, puis comme beaucoup trop fuckée. Fait que, ouais, je pense que c'est une bonne place pour arrêter ma présentation. Merci.